Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais commencer une mini-série de 4 vidéos sur l'élaboration de la Constitution des États-Unis. Élaboration qui a eu lieu donc en 1787 lors de la Convention de Philadelphie. Alors, je parlerai d'abord de la situation des États-Unis à la veille donc de cette convention en 1787. Ensuite, je ferai une vidéo sur le déroulement, les faits qui se sont produits pendant cette convention. Je ferai en troisième partie une vidéo sur les principes de fond qui ont été discutés lors de cette convention et lors de la période de ratification qui a suivi. Et je terminerai par un petit entretien sur l'application des principes de cette Constitution au cours des 2 siècles qui ont suivi. Alors d'abord, la situation des États-Unis en 1787. En 1776, l'indépendance a été proclamée par les 13 colonies, devenues 13 États indépendants. Cette indépendance n'a été reconnue qu'en 1783 par le traité de Paris. Néanmoins, dès la déclaration d'indépendance, les 13 colonies ont bien vu qu'elles devaient s'unir, ne serait-ce que pour avoir la capacité militaire minimale, dirais-je, pour résister à la première puissance navale de l'époque. Quelle était la situation des colonies à cette époque? La situation était variée. Il y avait de très grandes colonies, la Virginie, l'État de New York, et de toutes petites, le Rhode Island ou le Connecticut. Les colonies ont déjà 1 siècle et demi à la déclaration d'indépendance. 1 siècle et demi à 100 ans. Ça fait quand même une petite histoire, et une histoire particulière à chaque colonie. L'organisation des colonies a été organisée, si on peut dire, par l'État central britannique, qui nomme donc un gouverneur pour chaque colonie, mais très vite, chaque colonie a eu des représentants dans une assemblée locale dont le gouverneur prenait l'avis pour toutes les questions importantes. Par ailleurs, chaque colonie avait une charte qu'elle suivait, qui lui avait été officiellement octroyée par le roi, et qui donc accentuait encore le particularisme de chacune des colonies les unes par rapport aux autres. Même si, effectivement, l'origine du peuplement, la religion étaient très proches pour tous les habitants des colonies. Il y avait même des lois locales, des sortes de lois locales qui pouvaient être décidées par les assemblées, si elles étaient effectivement in fine approuvées par le roi, mais tout ceci faisait qu'il y avait déjà des habitudes démocratiques d'autonomie au moins, si ce n'est d'indépendance, qui s'étaient développées dans chaque colonie. Et chaque colonie avait donc une façon de faire bien à elle. Ce qui explique que, à la déclaration d'indépendance, les colonies ont voulu déléguer, car elles étaient contraintes par les circonstances, le pouvoir à une assemblée, à un congrès, mais dans l'optique de faire la guerre. Les Américains ont bien vu que sans unité de commandement et sans fourniture de troupes et de moyens, donc à George Washington, qui a été nommé général en chef de l'armée continentale, il n'avait aucune chance vis-à-vis de l'Angleterre, puisqu'il n'avait pas encore d'alliance, notamment avec la France. Mais on peut dire que cette unité nécessaire dans la guerre était l'unique unité, en fait, qui était acceptable pour les différents États. Le texte auquel on est parvenu, et qui donc est la première constitution, pourrait-on dire, des États-Unis, s'appelle les articles de la Confédération.
Ceci crée en fait ce qu'on a appelé une ligue d'amitié entre les 13 colonies devenues 13 États indépendants. En gros, à part la guerre et les affaires étrangères, ainsi que donc la diplomatie, l'envoi d'ambassadeurs, tout est fait à l'unanimité. Il est ainsi expressément dit que chaque État conserve sa souveraineté et que toutes les décisions sont prises un État, un vote. Donc, par exemple, l'État du Rhode Island peut empêcher une prise de décision par 11 autres États, 11 ou 12 autres États. Et donc, les articles de la Confédération ne donnent au Congrès des représentants des États aucun pouvoir coercitif sur les États. Ceux-ci ne l'auraient pas accepté. La seule chose qui a été acceptée à l'époque véritablement, c'est l'unité de commandement dans la guerre, George Washington, général en chef de l'armée, et ma foi, des discussions à avoir avec les grandes puissances européennes pour contrer la Grande-Bretagne. Ce système paraissait tout à fait limité. Il est évident qu'une fois la ratification de ces articles de la Confédération obtenue, qui n'a pas été obtenue facilement, le Maryland s'y est opposé jusqu'au bout, notamment s'agissant des Western Territories, c'est-à-dire des territoires de l'Ouest qui devaient être donnés aux Américains après la victoire. C'était les territoires qui allaient des Appalaches au Mississippi. Eh bien, la ratification des articles de la Confédération n'a eu lieu qu'en 1781, quand on a accepté l'exigence du Maryland, à savoir que toutes les terres à l'ouest seraient données non pas État par État, puisque lui n'aurait rien eu, puisqu'il n'était qu'un État côtier, et seraient données à l'ensemble des États-Unis, quitte à eux à les organiser après par la suite. C'est donc bien une confédération qui a été créée en 1777. Et cette confédération, effectivement, n'est pas un État au sens où on l'entend, puisqu'il s'agit simplement d'une alliance de circonstances entre les différentes colonies devenues des États indépendants. Il est d'usage de dire dans la littérature que ces articles de la Confédération ne permettaient pas l'existence pérenne d'un État américain indépendant. En effet, le nerf de la guerre, à savoir l'argent, c'est-à-dire la capacité de lever l'impôt, la Confédération ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune possibilité d'agir de façon indépendante des autres États. Et ça n'a pas posé de problème. Par ailleurs, la Confédération a quand même réussi à prendre quelques décisions importantes. On sait qu'à 2 reprises, elle a réussi à organiser, donc par des lois prises par le Congrès, d'organisation des territoires occidentaux, qui donc en 1783 avaient officiellement été remis aux États-Unis d'Amérique. Et c'était une grande question de savoir si, par exemple, à l'ouest de la Virginie, on allait tracer une ligne et augmenter le territoire de la Virginie, par exemple, ou de New York, jusqu'au Mississippi, ou jusqu'à une ligne qui se rapproche du Mississippi. Auquel cas, on aurait eu des super-États, d'une certaine façon, par rapport, en plus, aux États qui, eux, étaient limités à la côte, comme le Connecticut, le Maryland ou le Delaware, pour ne citer que de petits États par la superficie. C'est ainsi donc que l'ordonnance du Nord-Ouest de 1787, donc décidée sous le régime des articles de la Confédération, a permis de donner un cadre qui sera suivi par la suite pour les autres territoires américains, à savoir un passage en 2 parties, si on peut dire. D'abord, une assemblée consultative quand il y a plus de 5000 habitants dans un territoire, et quand le territoire dépasse 60 000 habitants, la possibilité de demander à faire partie de l'Union américaine. Donc, une possibilité
réelle de gérer les affaires, mais qui malheureusement pour la Confédération était battue en brèche par un certain nombre d'opposants qui voulaient absolument la création d'une fédération à la place d'une confédération, parce que, et pour en terminer quand même avec les articles de la Confédération, ceci présentait de nombreux inconvénients, notamment le fait que la Confédération ne pouvait mener de politique commerciale. Et donc, les États-Unis n'ont pas signé de traité de commerce avec la Grande-Bretagne, comme ils l'auraient souhaité, en tout cas pour certains d'entre eux, tout simplement parce que aucun traité ne pouvait être valable s'il n'était pas approuvé par chaque État. Donc la Grande-Bretagne a refusé de signer un traité si celui-ci aurait pu être repoussé ou refusé par le Massachusetts ou la Virginie. Par ailleurs, la Confédération ne pouvait pas lever d'impôts, donc elle était impuissante en fait. Et face aux grands États européens comme la Grande-Bretagne, qui pouvaient toujours redevenir une ennemie, ou la France et l'Espagne, c'était un problème véritablement existentiel. Ce d'autant que la fin de la guerre d'indépendance a créé d'énormes problèmes. De nombreux citoyens s'étaient endettés, des soldes n'étaient pas payés aux anciens combattants, il y avait une inflation qui menaçait un certain nombre d'États, et tout simplement les débiteurs n'arrivaient plus à rembourser leurs créanciers. Et c'est là qu'on voit, pour faire un peu de sociologie, que cette idée de créer une fédération n'est pas une idée qui est venue du peuple. Quand les Américains ont obtenu leur indépendance, c'est-à-dire quand chaque État est devenu indépendant, le peuple avait obtenu ce qu'il souhaitait. Mais un grand nombre de milieux d'affaires, de milieux industriels, donc pas véritablement le peuple, avait besoin de l'existence d'un État reconnu qui puisse lever l'impôt, qui puisse garantir le paiement des dettes et empêcher l'inflation, notamment en n'imprimant pas du papier-monnaie, ce qui quelques années plus tard sera la plaie de la Révolution française avec les assignats. Par ailleurs, les colons de l'Ouest, des territoires de l'Ouest des États-Unis, avaient aussi besoin d'un État fort, ne serait-ce que pour empêcher les empiètements de la Grande-Bretagne et les attaques des Indiens. Donc tous ces gens-là avaient intérêt à l'existence d'un État et d'un État qui puisse s'imposer aux États fédérés qui étaient devenus indépendants. Et c'est ce que nous allons voir lors de notre deuxième vidéo sur la Convention de Philadelphie. Car effectivement, un certain nombre d'hommes, des héros même souvent de la guerre d'indépendance, ont réussi à obtenir de la Confédération, du Congrès, qu'elle mande une convention, la réunion d'une convention avec des délégués de chaque État pour décider des améliorations à approuver aux articles de la Confédération. C'était ça le sujet au début. Et on voit que ça aboutit en fait à une constitution totalement nouvelle et totalement inédite dans l'histoire du monde.